Et à la page 51, tu fais comme au cinéma, hein, le 8 février, clip détente, moment pub. Je m'explique. C'est peut-être l'occasion d'intervenir précisément. Je veux dire, moi, ce propos, c'est-à-dire que, elle dit, justement, moment pub, c'est de l'ironie, parce que elle se dit que sa vie, finalement, ressemble à un film de série B, à une mauvaise série, parce que, justement, elle faut toujours de la caricature du cliché, c'est-à-dire qu'au fond, elle est devenue un cliché, elle n'échappe pas au cliché, à la caricature. Elle pourrait être le personnage d'un mauvais film. Alors c'est quoi un mauvais film justement, c'est bien C'est quoi un mauvais film? Beaucoup de films. Enfin, déjà parce que là nous avons une certaine vision du cinéma, du film, qui étant une réalité, étant une fiction, étant une abjection aussi. Par rapport au style, je pense que les écrivains contemporains ne peuvent plus écrire comme avant, justement à cause de l'influence du cinéma. C'est-à-dire on écrit un livre forcément en ayant des scènes, des images dans notre tête. C'est-à-dire c'est comme un storyboard quand on écrit un livre. En tout cas pour moi c'est comme ça, je sais pas pour toi, mais pour la plupart des gens, je pense écrivains d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire fi de cette influence culturelle qu'est le cinéma. Par rapport au passage cité là, je trouve que c'est une invention très très intelligente. D'une part l'auto-ironie et puis comment dire, de lancer comme ça, ça me rappelle un peu toute proportion gardée du Bukowski. C'est-à-dire soudain, dans une phrase, on projette quelque chose qui apporte une autre tournure, justement qui fait basculer un peu dans le monde du cinéma, dans ses influences, donc c'est deux d'un coup. Est-ce que Sabir, un roman, j'utilise le mot roman mais j'ai pas d'autres expressions à utiliser, un roman donc comme le journal d'une vieille feuille, si il est traduit en un film, est-ce qu'il y a une grande perte? Déjà, Godard disait qu'il n'y a que des mauvais romans qui font de bons films. Donc j'espère que ça ne deviendra pas un film. Enfin, j'y crois pas. Hein. Je pense qu'il y a de grands romans qui font de grands films, Moby Dick, Madame Bovary, tout ça. Mais tout dépend de l'approche du réalisateur. Par exemple, si parfois le romancier et le réalisateur ne sont pas du tout d'accord. Je prends l'exemple de Shining, que dès qu'on a fait un film, c'était un livre de Stephen King. La plupart des gens considèrent que c'est devenu un film culte, Shining, et Stephen King était complètement en désaccord avec le film. Donc, par exemple, si Kimmel participait au scénario, ce serait quelque chose. Mais si tu donnais juste ton accord, etc., peut-être que tu ne serais pas d'accord avec la vision du réalisateur. Donc, je pense que on dit toujours traduire, c'est trahir. Et forcément, quand on fait un film, le réalisateur va donner son approche. Mais je pense que ce serait pas une bonne chose, par exemple, si lui-même adaptait son roman. Parce que s'il a écrit un roman, c'est qu'il fallait qu'il le dise pour ces moyens-là. S'il en fait un film lui-même, je veux dire, c'est qu'il considérera que il n'a pas tout dit dans son roman. Son roman est inabouti. Et puis, enfin, pour répondre techniquement à la question, tout dépend de l'approche. On peut choisir une approche onirique. Il y a des films qui sont difficilement adaptables, mais en ayant recours à des stratagèmes, ou en faisant des coupes ou en prenant des libertés avec le texte. Il y a des films comme par exemple Fight Club de Chuck Palahniuk, où on pensait que c'était un livre inadaptable et on en a fait un film avec Brad Pitt, un chef-d'œuvre selon moi. Donc même comme ça, qu'il y a un monologue qui est particulièrement difficilement adaptable, je pense qu'avec un bon réalisateur et une concertation avec l'auteur, ce n'est pas du domaine de l'impossible. Tu as parlé de catharsis par rapport au film. Mais est-ce que si je me permets, est-ce que c'est une bonne expression, une bonne approche du film? On a l'impression, d'ailleurs je pense qu'Aristote, quand il parlait de catharsis, c'était dans un autre contexte. On a trop vite sauté sur l'expression et simplifié l'expression pour dire que c'est une purification, une purge des passions.
est-ce que, par exemple dans le cas de ce roman, où il y a plutôt une exploration de soi, une recherche, est-ce qu'il y a un élément de la catharsis, proprement dit? Là où je voudrais en venir, est-ce que se focaliser sur ces aspects-là, c'est-à-dire se focaliser sur un américanisme du film, n'est pas le film en tant que tel. J'ai l'impression que la propagande américaine et ses films se font film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité d'avoir l'objet film hors américain. C'est là où je voudrais en venir, parce que si je me permets une petite approche de ce genre, dans les films cités, c'est toujours des films qui portent un message américain. Par exemple, tu as parlé des films où il y a un traitement métaphysique. Mais si on regarde bien, cette métaphysique se résout par des armes, par la force militaire. Tous les problèmes qui se posent dans un film américain se résolvent justement par quelque chose qui va permettre une victoire, et cette victoire ne peut se faire que par les armes. Que ce soit sur une planète étrange, que ce soit dans le passé, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit à l'ère primitive, il y a toujours une mécanique qui donne la victoire. La victoire ne vient pas par exemple par l'esprit, la victoire ne vient pas par autre chose. Est-ce que, dans ton approche, est-ce que c'est pas toujours une perception, une vision américaine du monde qui se fait film, alors que l'objet film n'est pas américain, d'ailleurs n'était pas américain? Je pense qu'il y a deux points dans la question, par rapport d'une part à l'impact sur le spectateur ou le lecteur, la notion de catharsis. Je pense que les deux médiums, le roman ou un texte littéraire et un film, n'influencent pas le lecteur, le spectateur de la même manière. Je m'explique. Par rapport à un film, la plupart d'entre nous regardent un film du début jusqu'à la fin, sauf quand on va aux toilettes ou quand on va chercher un truc dans le frigo et tout. Pour un livre, la plupart d'entre nous, on lit un livre sur des jours, des semaines, voire des mois. Donc, le fait de pouvoir différer la lecture fait qu'on n'est pas autant impliqué avec les personnages. Quand on regarde l'adaptation de Moby Dick avec Orson Welles et John Ford et le roman de Melville, il n'y a pas le même attachement au personnage. Parce que, d'une part, c'est plus dilaté, il y a une dilatation de la narration, surtout dans un roman monde comme Moby Dick, alors que dans un film réduit à 1h30 ou 2 heures, on est plus impliqué. C'est l'implication qui fait que on est surpris quand soudain la porte frappe de manière inopinée ou que le personnage ne répond pas à nos attentes. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut aussi séparer les films de la série. La série, c'est on a le temps de s'habituer à des personnages. On a le temps de développer la personnification, la caractérisation des personnages. Ce qui n'est pas possible pour un film, pour un long métrage, et ni même pour un roman. À moins c'est un roman qui se définit en termes de série, un peu comme par le passé, les grands romans français, Notre-Dame de Paris, tout ça, c'était publié dans des journaux de manière hebdomadaire, etc. Ça, c'est pour répondre à la question de catharsis. Par rapport au film, en tout cas par rapport au film que j'ai cité, j'ai pris les exemples les plus fameux et les plus classiques. Le fait est que si on prend un acteur comme Kubrick, qui est américain, mais qui est juif d'origine et qui a une influence purement européenne. D'ailleurs, après 2001, tous ces films ont été tournés en Angleterre, parce que justement, il considérait que le public américain ou que la production américaine n'était pas satisfaisante. Et toute son influence n'est pas américaine. Toutes ses influences intellectuelles sont européennes. Bertolucci est un réalisateur d'origine italienne. Paul Bowles est un écrivain britannique. Theo Sahara est un roman britannique. Pour Apocalypse Now, ça a été juste transposé à l'époque de la guerre du Vietnam, mais l'esprit du roman de Conrad est le même, qui se passe dans le Congo belge, et où Conrad débute ainsi justement
Londres, voilà, Londres c'est la civilisation, mais imaginez en effet il y a des milliers d'années, quand les Romains découvraient Londres, ils considéraient les Anglais comme des barbares. Donc je ne pense pas que les films cités, du moins, sont des films purement américains. Au contraire, ce ne sont pas des blockbusters américains, ce n'est pas Pearl Harbor, etc. Par rapport à la résolution des conflits par les hommes, je pense que c'est une donnée éternelle de l'être humain. Tout le temps ça tournait autour de ça. Il y a d'ailleurs de grandes théories qui ont été émises sur le fait que la civilisation n'a pu être débutée qu'avec l'avènement de la guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de civilisation. D'ailleurs, la guerre permet des sauts, des bons scientifiques extraordinaires. C'est après la Seconde Guerre mondiale que nous vivons dans le monde aussi confortable avec les micro-ondes, avec les avions, tout ça, le transport public. Mais j'aurais pu prendre en effet des exemples plus européens. Si on prend des réalisateurs comme Michael Haneke, Amour, son dernier film, Le Ruban Blanc, qui se veut une métaphore de l'avènement du nazisme, ou ses premiers films qui sont d'un nihilisme absolu. Je pense que l'histoire européenne fait que forcément Haneke ou un réalisateur hongrois comme Béla Tarr, avec son dernier film qui est vraiment un chef-d'œuvre qui s'appelle Le Cheval de Turin, en référence justement au cheval que Nietzsche a censé protéger à Turin et après quoi il aurait basculé dans la folie. On prend un réalisateur comme Bruno Dumont où à nouveau il y a une sorte de cynisme, de nihilisme où les personnages ne se dirigent vers rien. Pourquoi il n'y a pas, pour Bruno Dumont, à part un film qui s'appelle Flandre, où il est question de guerre, pourquoi il n'y est pas question justement de grands espaces, de grandes narrations, d'épiques? C'est parce que leur l'histoire culturelle de l'Europe ne prête pas à ça. L'histoire américaine prête à ça, avec le Far West, avec les différentes guerres que les États-Unis ont menées, alors que justement les Français, il y a peu de films sur la guerre d'Algérie. Le meilleur film de la guerre d'Algérie a été réalisé par un Italien qui s'appelle La Bataille d'Alger. Récemment, on a fait des films, quelques films, mais c'est jamais comme les Américains confondent leur propre histoire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une vision américaine du monde par rapport à ces réalisateurs-là, qui sont proprement européens. C'est comme pour, si je me permets cette extrapolation, c'est comme pour Averroès. Pour moi, Averroès n'est pas un penseur musulman. C'est un penseur grec perdu par les hasards de l'histoire dans une époque musulmane, dans un pays à domination musulmane. Mais il lit Aristote, il traduit Aristote, à part un texte d'Aristote, il se réfère à Platon. Mais sinon, c'est comme Maïmonide qui n'est pas un penseur juif, mais qui est un penseur grec perdu dans une pensée judaïque. Donc pour moi, c'est pareil. Ces réalisateurs-là, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a eu l'exploration spatiale. Ils utilisent cela pour donner plus de champ, plus de profondeur à leur histoire. Précisément par rapport à Averroès, il y a le film de Chahine. Le Destin. J'ai un petit souci avec ce film parce que historiquement, c'est pas le cas. Tous les livres d'Averroès n'ont pas été sauvés. Mais le film, à la fin, va montrer qu'on ait pu sauver ses ouvrages. C'est assez américain en fait comme film de Destin. Tout dépend qu'il adapte. Chahine, je connais pas la vie personnelle de Chahine, mais j'imagine qu'il est musulman. J'imagine. Je sais pas s'il y a des... Ce serait difficile de dire. En fait, pour moi, forcément, chacun interprétera selon, ses propres valeurs, sa propre vision intellectuelle. Moi, je suis athée. Je considère que tous ceux qui se revendiquent de l'islam, de près ou de loin, le sont. Tout simplement parce que pour moi, l'islam n'existe pas. Donc à partir de là, il ne peut y avoir de faux musulmans qu'à partir du moment où il y a un véritable islam. Il ne peut y avoir de faux chrétiens. On ne peut pas dire par exemple que Torquemada, pour moi, était un mauvais chrétien. Parce qu'il aurait fallu pour ça qu'il y ait eu un véritable christianisme, c'est-à-dire une naissance du christianisme, une religion révélée. Donc, je ne sais pas à quelle aune Youssef Chahine interprète Averroès. Mais déjà, pour moi, personnellement, par rapport à Averroès, j'ai toujours préféré, alors que je ne suis ni musulman ni croyant d'aucun sens, des philosophes plus radicaux par rapport à l'islam, comme Al-Razali, à Averroès. Pourquoi? Parce que pour moi, Averroès,
c'est le personnage mou par rapport à la pensée. Enfin, je caricature. Hein. Il y a deux sphères de savoir, la sphère philosophique, la sphère religieuse, les deux se valent. Ceux qui n'ont pas les aptitudes philosophiques se tournent vers la religion, etc. Genre, encore une fois, je caricature, j'en suis conscient, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Donc, pour moi, ce côté d'Averroès, je n'abonde pas du tout. Par rapport au film lui-même, c'est une licence poétique. On ne peut pas blâmer un réalisateur d'apporter sa vision d'un personnage, que ce soit un philosophe, que ce soit un prophète, que ce soit un homme politique, ben, tout le monde y apportera sa touche. Quand Oliver Stone fait des films très politiques, JFK, Watergate, Nixon, etc., il est construit selon une structure de tragédie grecque, c'est un parti pris. Donc cinématographiquement, même si ce n'est pas mon truc à moi, je n'aurais rien à dire contre Youssef Chahine, parce qu'encore une fois, quand on lit un roman, si je critique ce roman, ou n'importe quel autre roman, je le critique en tant que... Moi, j'aurais pas écrit ça ainsi, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, vous voyez. Si je suis pas d'accord, j'écris mon roman à moi, sauf s'il y a des erreurs factuelles, des erreurs de tournure, tout ça. Mais sinon, critiquer dans le sens parce qu'on n'est pas d'accord, mais c'est l'approche du créateur. Par exemple, pour moi, le plus grand film que j'ai vu en 2012, c'est La Séparation, un film iranien. Et c'est un film qui parle de la société iranienne. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre de réalisme, mais sans aborder du tout la question de la domination religieuse, de l'oppression, tout ça. Donc, je pense que c'est justement en faisant fi, en ne réduisant pas la société musulmane, enfin les pays musulmans, à l'islam, qu'on arrive à pondre de grands chefs-d'œuvre. C'est-à-dire, j'aurais bien aimé te demander, je vois tatoué sur ton bras, ton avant-bras, l'Alitéa. Ouais. C'est quoi l'Alitéa? Comment on traduit la vérité? C'est quoi l'Alitéa pour toi? Enfin, pour moi, c'est pas la vérité, c'est l'avènement de la vérité. C'est-à-dire, enfin, étymologiquement parlant, c'est justement, enfin, par rapport au l'été, où les morts viennent boire de l'eau dans cette rivière et ils oublient tout ce qu'ils ont vécu. Le A privatif fait que justement, on se rappelle. Platon disait justement qu'il n'y a pas de connaissance, il y a une reconnaissance. Il y a des choses, enfin je n'y crois pas cette théorie, mais pour moi c'est dans cet esprit-là. Et pourquoi l'Aletheia en tant que tel, c'est la grande influence de Heidegger. C'est-à-dire sa notion d'Aletheia, de reconnaissance de la vérité, et personnellement c'est pour toujours me souvenir de ce qui est important dans la vie. Et quel est ce chemin vers cette reconnaissance? Enfin, pour moi, ce n'est pas à prendre littéralement. C'est pour moi plus symboliquement. Reconnaissance de la manière de Platon. Aletheia, pour moi, par rapport à Heidegger, c'est ce qui m'a le plus influencé. C'est le dévoilement de l'être. Le dévoilement de l'être, c'est par rapport à l'être là, par rapport au monde. Mais pour moi, tout parcours intellectuel, de manière générale, ne peut passer que par une chose, c'est la radicalité. C'est-à-dire Marx disait, le radical, c'est la personne qui prend les choses à la racine. Et c'est ce que j'essaie, tant que je peux.